Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer. Bienvenue à cette conférence intitulée Révolution française, démocratie politique, comité et gouvernement, c'est-à-dire que nous allons discuter ensemble des formes d'auto-organisation populaire pendant la Révolution qui s'enclenche à partir de 1789. Le moment politique actuel incite à cette réflexion sur les voies et les moyens de mobiliser le peuple face à un blocage complet du système politique, du système institutionnel, qui empêche de développer des solutions à un problème social global. Et c'est exactement ce à quoi répondait le processus révolutionnaire de 1789, et on ira jusqu'en 1795, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement du Directoire. Cette période peut se définir comme trouver une solution politique à un problème social, via notamment à l'implication, plus ou moins forte selon les acteurs, selon les classes sociales, une implication démocratique, une implication civique, d'une multitude qui se construit en peuple à mesure qu'elle se mobilise. C'est par l'action, par la conscientisation politique progressive, et les deux se font ensemble, pas forcément au même rythme, qu'on passe de groupes sociaux épars de la fin du XVIIIe siècle, qui sont principalement engagés dans des révoltes pour la subsistance, des révoltes frumentaires, à une révolution. C'est-à-dire de la résistance dans un cadre social déjà établi à l'invention d'un nouveau cadre, ce qui n'est pas la même chose. Mais cette transformation d'une multitude d'acteurs et groupes sociaux en un peuple, se reconnaissant dans la nation française et dans des nouvelles institutions et dans ce processus d'invention institutionnelle, qui est une perspective que vous reconnaissez peut-être, c'est la perspective rousseauiste qu'avaient beaucoup de députés de la première Assemblée nationale. C'est aussi en grande partie un mythe français, un mythe d'invention de la France. Et ce mythe, il masque en partie les effets de coalition de groupes sociaux qui n'étaient pas aussi unitaires qu'on pourrait le penser a posteriori, qui étaient aussi en concurrence entre eux par des forces sociales qui n'avaient pas les mêmes intérêts, qui étaient relativement hétéroclites, la paysannerie, les catégories populaires urbaines, la bourgeoisie libérale révolutionnaire, les couches inférieures du clergé et de la noblesse aussi, dont une partie font défection de l'Ancien Régime. Tous ces gens sont certes dans un processus global ensemble, mais ne cherchent pas la même chose dans ce processus. Ce qu'ils cherchent en tout cas, et ce qui les rassemble, c'est d'essayer de construire un projet de victoire, et de victoire contre la monarchie absolue de droit divin, d'abord, et puis contre le système des privilèges, qu'on appelle plus ou moins à raison féodal, même si c'est tellement tardif, bon, les acteurs du temps utilisent le terme féodal, c'est tellement tardif que c'est plus vraiment un système féodal, mais c'est le système des privilèges. Alors, ce qu'on va explorer, c'est les principales formes de ces mobilisations. Dans ce contexte d'effervescence démocratique, ce qu'on voit, c'est une véritable inventivité institutionnelle en temps réel et à chaud. Vous avez plein de nouvelles formes qui sont inventées en quelques mois, quelques années. Je vais faire un petit inventaire très rapide, et ensuite on avancera par échange, questions, réponses. Je poserai des questions à Jean-Marc, ici présent, et qui répondra s'il veut exactement. Donc, les principales formes dont on va parler, je vous les présente avant de rentrer dans le vif du sujet. On va parler beaucoup d'assemblées locales officielles. Donc ces assemblées locales officielles, elles débutent dès 1789. C'est d'abord les districts parisiens des États généraux qui se transforment ensuite en sections parisiennes à l'échelle de quartiers. Et puis, c'est la commune en dehors de Paris. Ces sections, notamment, ont des assemblées générales qui peu à peu deviennent permanentes, où on débat politique, où on engage les citoyens dans un processus de politisation. C'est de la véritable démocratie locale, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la consultation, il y a aussi des décisions qui sont prises dans ces sections et dans ces communes, des élections notamment. On élit des commissaires politiques, par exemple. Et ces assemblées également construisent un processus de fédération entre elles, et de ce qu'ils appellent à l'époque de la fraternisation, c'est-à-dire qu'elles entretiennent des relations entre elles. Donc vous pouvez trouver des échanges quasiment proto-diplomatiques, pour ainsi dire,
mais des échanges épistolaires, par exemple, ou de militants qui vont de section en section, de commune en commune. Et donc vous avez une véritable vie démocratique locale dans ces institutions. Outre ces institutions locales officielles, vous avez aussi, dans un second temps, ce qu'on appelle les assemblées primaires, qui sont des assemblées de citoyens servant à élire les électeurs, qui eux-mêmes éliront les députés. Donc ça, c'est dans le système des constitutions de 1791-1793. Et ces assemblées ont aussi un rôle à jouer d'un point de vue de la politisation. À côté de ça, vous avez aussi des structures qui ne font pas partie des régimes constitutionnels, mais qui sont des associations citoyennes, politiques, qui s'organisent de manière spontanée. On les appelle les sociétés populaires. Vous les connaissez sûrement sous le nom de clubs. Club des Jacobins, Club des Cordeliers, Club des Feuillants, etc. Pour caricaturer et aller vite, c'est des sortes de premiers proto-associations politiques, voire partis politiques. Alors c'est plus complexe que ça, parce qu'en réalité, c'est des organismes toujours locaux, toujours volontaires et militants. Et ces organismes locaux, parfois, demandent leur affiliation à la fédération impulsée par Paris. C'est-à-dire que le Club des Jacobins de Paris reçoit des demandes d'affiliation de clubs de province qui veulent devenir des clubs de Jacobins locaux. Mais en réalité, cette affiliation masque une autonomie totale du local. C'est-à-dire que ça ne signifie pas qu'ils prennent leurs ordres à Paris, au contraire. Donc vous avez une véritable vie démocratique au sein de ces espèces de mouvements, en grande partie décentralisés. Donc vous avez des clubs de région qui contredisent les représentants de Paris. Vous avez même des clubs qui sont double affiliés. Donc en réalité, il y a une espèce de liberté et d'effervescence démocratique qui n'est pas du tout verrouillée, mais qui au contraire promeut l'inventivité par le bas, l'inventivité militante. Enfin, il existe également des mouvements populaires moins institutionnalisés, plus horizontaux. Par exemple, les sans-culottes, qui apparaissent de manière relativement spontanée en 1789, notamment dans le cadre des insurrections, qui se saisissent et construisent ce qu'on appelle le droit à l'insurrection, et qui est un mouvement qui met en avant l'égalité civique radicale, l'égalité totale entre ses membres, notamment le tutoiement révolutionnaire, qu'on a une belle marque. Et donc ce mouvement participe aussi à la vie politique, il se définit peu à peu, et il se participe par des formes assez particulières. Par exemple, il assiste au débat des assemblées, de la Convention, par exemple, à partir de 1792-1793, pour faire pression sur les députés. Parfois, ils l'envahissent, parfois non. Bon, donc c'est un mouvement assez complexe en soi et qui se définit en marchant. Donc, c'est un peu ce monde-là, ce monde militant de la Révolution, ce monde des mobilisations populaires de la Révolution dont on va parler. Alors, on va commencer par se poser un peu la question de l'apparition de la démocratie dans ce contexte, parce que c'est ça, en fait, que ces gens sont en train d'inventer. Si on comprend que la démocratie est la solution politique à un problème social, ce que j'ai dit au début, alors pourquoi est-ce que la Révolution devait-elle faire appel à cette démocratie, l'inventer, la réinventer peut-être, à la fois comme une sorte de but et de moyen? Qu'est-ce qui a amené ces acteurs, qui pourtant viennent de l'Ancien Régime, à cerner que cette démocratie qu'ils expérimentent n'était pas une espèce d'objectif abstrait comme ça, mais une nécessité concrète, un outil efficace pour débloquer la situation socio-économique et politique du royaume? Donc, Jean-Marc, c'est la question que je te pose. Bon, on va essayer de résumer cette question, ou plus exactement cette réponse, de la manière suivante. Parce qu'il fallait abattre un ordre ancien qui se présentait, qui était présenté comme immuable. Très souvent, pour ne pas dire toujours, un ordre immuable voulu par Dieu. Mais attention, ne cherchons pas dans ce cheminement démocratique, dans ce cheminement pratique, un anticléricalisme explicite. Les choses sont autrement plus complexes. La démocratie, c'est un refus de l'autorité préétablie. Et l'autorité cléricale est une des plus préétablies qui soit. Par exemple, en Angleterre, pendant la Révolution anglaise, donc, les têtes rondes de Cromwell étaient certainement l'armée la plus démocratique du monde, et pas seulement pour l'époque,
parce qu'elle examinait scrupuleusement chaque combat passé et procédait systématiquement à l'élection des officiers. Et pourtant, on ne fera pas de Cromwell et des siens des irreligieux ou des anti-religieux, c'est même exactement l'inverse. La logique révolutionnaire appelle la démocratie parce que la logique révolutionnaire, c'est la mobilisation du peuple. Et il y a quelque chose de circulaire, de réciproque, d'évident dans toutes ces formulations. Certes, il faut faire très attention à cela, les choses ne viennent jamais de rien. La démocratie populaire de la Révolution tire ses origines dans les pratiques populaires anciennes, les assemblées paysannes, les communautés villageoises, les confréries, les groupements socioprofessionnels, la sociabilité populaire. Pensons tout simplement à ces images que vous avez vues dans des milliers de films de qualité fort relative, la vie dans les auberges. C'est une forme de démocratie primitive, certes, mais de démocratie. Et si ces dernières formes sont évidemment liées à un faible peuplement, à des mœurs primitives, comme je viens de le dire, à une économie autarcique, repliée sur elle-même, elle n'en existe pas moins. Voilà pourquoi, par exemple, Rousseau, quand il réfléchissait sur la démocratie, ne l'imaginait que dans les petites villes. L'économie de survie, le problème de survie a pour corollaire l'organisation. Et l'organisation implique la démocratie. Il suffit de se souvenir des cités grecques de l'Antiquité. Quand il n'y a aucun problème, la discussion démocratique est inutile. Quand tout le monde a à manger, à quoi bon discuter de comment on va repartir la nourriture? C'est aussi simple que cela. C'est quand il y a difficulté structurelle, quand il faut régler ces problèmes, que la réflexion organisée, donc la démocratie, devient indispensable. Cependant, la révolution, c'est tout autre chose. La révolution, c'est un peuple dans un combat politique pour la réorganisation de la société. Et ce n'est pas seulement la difficulté présente à surmonter, mais c'est aussi le futur à construire. Et la révolution va donc poser la question de la démocratie dans des proportions totalement nouvelles. On n'est plus dans la petite ville imaginée par Rousseau, on n'est plus dans la cité grecque de l'Antiquité, on est dans un pays de 25 millions d'habitants. Ce n'est plus la même chose. Cela pose automatiquement la question du rapport avec le pouvoir, avec le gouvernement, avec les élus. Et ça pose également la question du rapport entre des formes de sociabilité particulières, ce qu'Isabelle a rappelé, les clubs, les sociétés populaires, et les formes de sociabilité globale, la population dans son ensemble, la masse, et la dialectique entre les deux. Ce qu'on pourrait appeler de nos jours la dialectique entre les clubs, l'avant-garde, et la masse, tout simplement. Que cela soit dans les manifestations paysannes ou dans les manifestations populaires urbaines. Et pendant tout un temps, avant la Révolution, ces manifestations, pour autant qu'on puisse en juger, se déroulaient spontanément, ou du moins sans l'intervention consciente d'une partie organisée et spécifiquement organisée de la population. Et ce n'est pas un hasard linguistique si on désigne les manifestations ou les révoltes d'avant 1789 sous le nom de émotions. Ce sont des émotions. Je vous renvoie, pour ceux qui auraient l'occasion de lire ou de relire, le bouquin de Jean Nicolas sur la rébellion française. Ces révoltes, ces émotions, ces manifestations n'étaient pas des manifestations politiques parce qu'elles n'avaient pas pour but de réorganiser la société. Et donc, de ce point de vue, elles étaient nécessairement condamnées à l'échec et à la répression. Mais avec la Révolution, c'est tout autre chose. À toi. J'ai bien aimé notamment le fait que tu rappelles que cette mobilisation populaire et cette nouvelle démocratie, elles se construisent sur des formes existantes déjà. Par exemple, les communes
Les institutions municipales existent depuis des centaines d'années et elles sont massifiées à cette occasion. Il y a déjà en fait une espèce de massification de l'habitude de se dire on peut prendre en charge nos propres affaires et même à l'échelle nationale. Et cette cristallisation qui permet de passer de la rébellion à la révolution, qui permet de mettre du politique au sens fort du terme dans ces révoltes, elle se fait donc en 1789 qu'on a appelé a posteriori l'année sans pareil, parce que c'est l'année qui a changé les cadres institutionnels de la France, où s'est formé ce peuple politique. Peut-être que c'est cette année qui a formé ce peuple politique en tant qu'il s'est intéressé à la politique dans ses formes d'organisation locale et ses insurrections. Donc un processus de politisation par le bas, par l'insurrection et la pression notamment sur les élus. Est-ce que tu pourrais peut-être développer ça, c'est-à-dire ces gens qui se révoltent, qui s'insurgent, qui construisent des nouvelles formes de démocratie et de discussion politique, quel est leur rapport aux élus, comment ils font pression sur eux, notamment par exemple avec les premiers députés des États généraux, qui d'ailleurs ont un mandat en grande partie impératif. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'en fait, la modification majeure, contrairement à une opinion convenue, c'est à l'automne que ça a lieu. Quand on fait commencer la Révolution française le 14 juillet 89 avec la chute de la Bastille, la prise de la Bastille, c'est surtout parce que le pouvoir royal n'avait absolument plus aucune prise sur les forces de répression. La prise de la Bastille, c'est secondaire. C'est le fait que l'État monarchique se soit effondré. Et quand j'explique que la modification majeure, elle a lieu à l'automne, pourquoi ? Alors bien évidemment, il est faux, et tu as eu raison d'insister là-dessus, d'établir une sorte de barrière hermétique entre les deux phases, le printemps et l'automne. Par exemple, comme député aux États généraux devenant Assemblée constituante, Robespierre rédige régulièrement ce qu'il appelle des lettres à ses commettants, c'est-à-dire des lettres à ceux qui l'ont élu. C'est le compte-rendu de mandat. C'est une forme de relation qu'il établit entre ceux qui l'ont élu et lui. Mais attention, c'est une forme encore très embryonnaire, dans la mesure où c'est lui qui décide d'écrire à ceux qui l'ont élu et que le contrôle est, je dirais, extraordinairement passif. Mais entre juillet et octobre, il ne s'agit plus du tout de la même chose. L'ordre ancien avait éclaté pendant l'été, pas uniquement en juillet, la prise de la Bastille. Les jours précédents, quand le peuple parisien brûle les barrières d'octroi qui empêchaient l'entrée des denrées chères dans Paris, c'est un phénomène révolutionnaire et ça va se développer avec la Grande Peur, etc. Et c'est un ordre neuf, contradictoire, qui se met en place avec beaucoup d'approximations. La meilleure des approximations, qui n'est pas vraiment une approximation, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, on met en place un ordre nouveau. Mais c'est contradictoire, parce que les dirigeants de la première vague de la Révolution, les Mirabeau, les Lafayette et quelques autres, ont cherché à limiter à toute manière possible cette première vague. Et ça prend des formes un peu compliquées, on va dire, des formes légales un peu compliquées. Par exemple, il était précisé que un certain nombre de décrets limitaient la participation au club. Ils ne devaient prendre la parole, ne devaient participer au club que les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui étaient suffisamment riches pour payer une somme particulière aux impôts. Petit problème, c'est que depuis le printemps, avec l'émeute Réveillon, mais pas uniquement, depuis le printemps, le peuple a pris goût à la politique. Et quand le peuple prend goût à la politique, on ne peut le freiner. Et alors là, bien évidemment, il faut faire extrêmement attention
Nous sommes dans des amphis, donc c'est un caractère militant de notre discussion. Mais il faut faire extrêmement attention à une chose, il ne faut pas esquisser un parallèle trop fort avec ce que nous voyons. Le parallèle existe, mais un parallèle n'est pas une identification. Depuis quelques mois, le peuple a repris le goût à la politique. Et c'est ça que nous devons aider. Mais attention, n'identifions pas, ne confondons pas le processus que nous vivons, que nous voyons sous nos yeux, et auquel nous essayons de contribuer, il faut quand même le dire, et ce qui s'est passé il y a plus de 2 siècles. En octobre 89, l'alternative était d'une simplicité absolue. Monarchie absolue ou approfondissement de la Révolution. Donc l'approfondissement de la Révolution était nécessaire à l'automne 89 parce que la poussée populaire précédente n'avait pas suffi. Et cela va prendre 3 formes, à la fois distinctes et combinées. La première qui est malheureusement la plus connue. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'elle est mal connue. C'est la marche des femmes à Versailles. On dit très souvent, le 5 et 6 octobre, les femmes de Paris sont allées à Versailles prendre le roi, la reine et le dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, ils ramenaient ça à Paris. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que ce qui est essentiel dans le 5 octobre 89, que les témoins de l'époque, à condition de savoir lire ce que les historiens ne savent pas toujours faire, ce qu'il faut bien regarder, c'est que quand les femmes sont allées à Versailles, elles ne sont pas allées d'abord chez le roi. Elles sont allées à l'Assemblée nationale. Elles sont rentrées dans l'Assemblée nationale. Elles ont investi le Parlement. Et ce qui est très curieux, en travaillant un petit peu là-dessus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que du 12 juillet 89 jusqu'au 5 octobre 89, chaque fois qu'il y a une manifestation populaire, tous les objets, tous les lieux sont saccagés. Mais alors, sans aucune espèce de pardon, avec une brutalité insensée. C'est une mise à sac. Et quand les femmes rentrent dans l'Assemblée nationale le 5 octobre, elles ne saccagent absolument rien. Parce que ce sont les élus. Parce que c'est le pouvoir politique qu'il faut non pas saccager, mais aider. C'est extraordinairement, de mon point de vue, extraordinairement important comme nuance, comme précision. Et quand il y a le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Mounier, s'absente à un moment, et il revient, qu'est-ce qu'il voit ? Dans les tribunes, les femmes. Dans la salle de l'Assemblée nationale, des femmes. Il y a même une femme qui occupe son poste à lui, président de l'Assemblée nationale, et discute avec les députés, individuellement ou par groupe. Et elles imposent leur vote aux députés. Et c'est en imposant, par l'entrée de la masse dans le Parlement, en imposant aux députés que l'Assemblée nationale bascule, l'Assemblée nationale basculant, elle amène le roi à signer les décrets qu'il ne voulait pas et a décidé de retourner à Paris l'Assemblée le suivant. C'est-à-dire que la théorie des dominos, si j'ose dire, manifestation populaire aboutissant à l'invasion de l'Assemblée, l'Assemblée cède, le roi cède. C'est dans ce sens. Et je me faisais une remarque, il y a, toujours en préparant ce topo, il y a quelques 15 jours de ça, je lisais dans Information ouvrière le compte-rendu de ce qui se passe au Bangladesh. La foule est rentrée dans le Parlement. C'est la révolution. Quand la foule rentre dans le Parlement, c'est la révolution. Et quand la révolution, c'est quand le Parlement que la foule rentre dans le Parlement. C'est réversible. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'appartient plus seulement à l'Assemblée élue, mais appartient à une Assemblée élue contrôlée, et ô combien, par les femmes des catégories populaires. Donc, et d'ailleurs, quand on regarde bien les choses, l'Assemblée nationale a été proclamée le 17 juin. L'invasion par les femmes, c'est le 5 octobre. C'est très rapide, c'est très proche comme délai. Et donc, les Parisiennes, à ce moment-là,
ont inventé une nouvelle forme de pouvoir populaire qui va être la marque des 6 années de la Révolution, c'est-à-dire la pression populaire directe sur les représentants de la nation. Et là, l'historien de la Révolution française, Pierre Cernat, et je suis d'accord avec lui, considère que c'est l'événement le plus important de l'année 1789. C'est une des 3 formes. Les 2 autres sont lesquelles? L'explosion de la liberté de la presse. On pourra peut-être le temps d'y revenir un petit peu plus longuement dans la discussion, parce qu'il ne faut pas que nous abusions trop de votre patience. Mais la liberté de la presse se met en place tout au long de l'automne 1789. Pas avant. Alors bien évidemment, c'est un processus. Mais c'est un processus qui va s'accélérer à l'automne. Et les choses sont liées. Il y a le contrôle sur le Parlement, il y a la publicité par la presse. La presse rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tout le boulot des journalistes à cette époque-là, c'est de rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. 3e forme, 3e moment de cette sociabilité révolutionnaire, de cette sociabilité démocratique nouvelle, c'est les clubs. Alors très souvent, on lit que le club des Jacobins, c'est la suite du club des députés bretons qui siégeaient aux États généraux. Comme cette conférence est filmée, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais c'est un tissu de conneries. Parce qu'il y a une nouveauté énorme, une différence énorme entre les 2 choses. Le club breton, le club des députés bretons, où effectivement ce sont des députés qui se réunissent pour discuter de comment ils vont intervenir à l'Assemblée. C'est une chose. Quand l'Assemblée se rapatrie à Paris, le club disparaît. Ça peut se comprendre. Quelques protagonistes du club décident de le ressusciter. Oui et non. Parce qu'en le ressuscitant, ils vont faire 2 choses totalement différentes, totalement nouvelles. Premièrement, le club ne va plus être un club uniquement de députés. Donc, si ce n'est plus un club uniquement de députés, c'est un club qui s'ouvre, c'est un club qui se déploie, c'est un club politique. Et ce club va commencer à organiser des ramifications à travers en province, dans différentes villes. C'est-à-dire que c'est ça qui change totalement les choses, c'est que le club n'est plus un club d'élite, on va dire, un club fermé, mais un club ouvert, et sur la province, et sur les non-députés. Mais en s'ouvrant sur les non-députés, ce n'est plus quelque chose de technique qui est mis en place. C'est une nature totalement différente. En s'ouvrant sur les non-députés, on dit à la population, vous avez le droit de vous occuper de ce qui se discute à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a une mise en adéquation avec ce que les femmes ont fait le 5 et 6 octobre. C'est-à-dire qu'on dit à la population, vous allez pouvoir regarder ce qui se passe. Et regardons donc ces 3 strates qui ne sont pas le produit d'une imagination, comment dirais-je, a priori ou je ne sais trop quoi. Les femmes envahissent l'Assemblée et contrôlent les élus. La presse rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée. Les clubs ouverts à des gens qui ne sont pas élus rendent compte, y compris en province, de ce qui se passe. Tous les éléments de la nouvelle sociabilité politique, de la sociabilité démocratique, de la sociabilité révolutionnaire sont mis en place. Est-ce que j'étais assez long ? Oui, et justement, je voulais rebondir là-dessus, puisque ce qui apparaît vraiment dans ce que tu viens de dire, c'est le lien à tracer entre les 3 pôles dont tu parles, le contrôle par la masse directe, pour ainsi dire, le contrôle de l'action parlementaire et de l'action politique par la publicité de presse, qui crée une première opinion publique, pour ainsi dire, et le contrôle par les clubs qui, comme tu le dis, sont ouverts, ce qui est très important, parce que à ce moment-là, il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas officiellement participer, c'est-à-dire qui n'ont pas le droit de vote. D'abord, dans la Constitution de 1791, c'est les citoyens passifs qui ne sont pas assez riches pour avoir un droit de vote, les femmes non plus, et dans les clubs, en s'ouvrant, elles s'ouvrent aussi à toutes ces strates de gens qui ne peuvent pas officiellement participer aux élections ou être élus. Donc c'est une espèce de reflet de la masse
la masse agissant à la fois dans la rue, dans les clubs, et via aussi l'organisation des premiers médias ouverts. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ces clubs. Parce qu'en fait, ces clubs, ça va être le lieu d'émergence d'une culture politique et aussi de l'apprentissage du fait d'avoir plusieurs courants d'opinion en désaccord, puisqu'il y a différents types de clubs, etc., qui sont rassemblés par famille d'opinion, pour ainsi dire. Donc, qu'est-ce que c'était ces sociétés populaires? Quelles étaient leurs activités très concrètes? Comment on animait, comment ces sociétés populaires de militants, bénévoles en grande partie, animaient la vie politique? Comment ça s'articulait aux instances légales de représentation, etc. Je vais juste donner un petit exemple que j'ai trouvé intéressant. Il y a une société populaire, donc c'est un club des Jacobins, mais en province, je crois que c'est à Dijon. Ils avaient pris l'obligation dans leurs statuts locaux de faire circuler la parole par ordre alphabétique pour que chaque militant inscrit au club soit contraint à parler en public et du coup à s'intéresser aux activités politiques. Donc ça, c'est très concret. Voilà, j'aimerais qu'on rentre un peu dans les mécanismes de ces clubs. Le problème, quand on essaye de généraliser, d'avoir une vision du mécanisme global, c'est qu'on s'y perd. Ce qui est important, c'est que derrière un terme générique, les sociétés populaires, en fait, ça englobe des réalités locales extraordinairement différentes. Ce que tu viens de dire à Dijon n'est pas valable, par exemple, à ce qui a lieu à Auxerre, qui n'est pas très loin. Le fond commun, le fond politique commun, c'est la volonté politique des participants. Et cette volonté politique, elle est obligatoirement extraordinairement diverse. Parce que la politique, elle est multiforme. Parce que la politique, elle englobe tous les aspects de la vie et qu'il ne peut pas y avoir un aspect qui soit identique partout de la même manière. Il s'agit, ces clubs, ces sociétés, de personnes pour constituer des formes politiques à vocation définitive ou du moins à vocation stable. Mais j'insiste, et il faut vraiment insister là-dessus, ces modalités sont extraordinairement diverses. Surtout que nous avons l'impression de parler... Nous parlons d'un laps de temps relativement court, quelques années, mais des années qui vont être extraordinairement tumultueuses. L'année 91 n'est pas égale à l'année 92, qui elle-même n'est pas égale à 93, etc. Là, je sens que je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. Donc 93 n'est pas égal à 92. Ça, c'est relativement facile à comprendre, on va dire. Mais cette manière avec laquelle les clubs fonctionnent, non, quand je dis fonctionnent, c'est pas juste, avec lesquels ces clubs agissent, c'est pas exactement la même chose. Parce que ces clubs ont nécessairement évolué au sein des processus révolutionnaires. Et ce qui va donner un réseau, on reviendra, j'espère, sur l'importance du réseau militant. C'est essentiel pour nous, militants, de comprendre la complexité du réseau. C'est un réseau extraordinairement complexe et diversifié. Et c'est assez épouvantable. Quand on lit tout ce qui est écrit sur le jacobinisme, on a l'impression que c'est le Parti communiste de l'Union soviétique du temps de Brejnev. C'est totalement faux. Il n'y a pas plus vivant, plus contradictoire, plus brouillon, dans tous les sens du terme brouillon, que le réseau jacobin en 91, 92, 93, 94. C'est un lieu de pouvoir, mais c'est aussi un lieu d'éducation politique. C'est aussi un lieu de contrôle d'une minorité, et c'est aussi un moyen d'expression démocratique du plus grand nombre. Si on ne voit qu'un des aspects de ces choses-là, on se perd. Donc c'est un processus complexe. Et il y a un historien, Jacques Bernet, qui parle d'un phénomène plus empirique
empirique, lié aux circonstances mobiles étendues d'une révolution longtemps inachevée, devenue par l'exaspération des antagonismes une véritable guerre civile et extérieure. J'insiste sur un terme, c'est un processus empirique. Et là, pour nous, je viens d'y penser un instant, je suis désolé, pour nous c'est intéressant, parce que combien de fois on nous reproche la formule « c'est un mouvement gazeux ». Ça veut dire quoi, gazeux, si ce n'est empirique? Ça veut dire que les choses, elles évoluent, que les choses ne sont pas figées, que les choses ne sont pas, statifiées, qu'elles vont pouvoir obligatoirement prendre telle ou telle forme. De la même manière que le mouvement politique jacobin était un mouvement empirique parce qu'il s'est adapté au terrain. Et cette adaptation au terrain fait que toutes les formules utilisées par Michelet avec talent, Cochin avec moins de talent, François Furet recopiant laborieusement et Cochin et Michelet, parlant de machines ou d'appareils jacobins, se trompent complètement et calque sur 1789 et les années suivantes des réalités politiques pires, idéologiques, des années 2000 et quelques. Et ce réseau jacobin, il se renouvelle en permanence par le scrutin épuratoire. Le scrutin épuratoire, c'est qu'à un moment, on décide de savoir ce qui... C'est quoi cette musique ? Un scrutin épuratoire, c'est quoi? On vérifie à chaque fois si tous les membres du club méritent d'être dignes d'être membres de ce club. Mais c'est quoi un parti politique ou un mouvement politique? Un mouvement politique, on est bien d'accord, a le droit d'avoir une orientation. C'est même, je dirais, sa raison d'être. Mais s'il a le droit et la fonction d'avoir une orientation, il a ipso facto le droit de vérifier qui est d'accord avec cette orientation et qui ne l'est pas. Alors bien évidemment, chacun ici, à ce moment de la discussion, pensera à des députés non réinvestis. Je laisse libre à chacun le droit de penser ce qu'il veut penser. Mais c'est une évidence. Une organisation politique se renouvelle. Et en se renouvelant, à chaque fois, elle s'accorde sa propre confiance d'un certain point de vue. Souvenez-vous de comment Renan définissait la nation. Renan définissait la nation comme étant un plébiscite de chaque instant. Eh bien, un parti politique, c'est la même chose. C'est un plébiscite de chaque instant. Est-ce que tu en es membre ou est-ce que tu n'en es pas membre? Est-ce que tu es en accord avec l'orientation définie, avec la philosophie au sens général de ce mouvement politique tel qu'elle a été fixée ou pas? Si tu y es, il n'y a pas de problème. Si tu n'en es pas, toute conséquence. Et donc, à partir de là, ça pose le problème de l'affiliation. Le club X s'affilie, se fraternise, envoie des émissaires ou écrit au club de la ville d'à côté ou au club très très loin. Des clubs jacobins de Corse, pour prendre un exemple totalement par hasard, s'affilient avec des clubs jacobins qui ne sont pas obligatoirement en Méditerranée, beaucoup plus loin, parce qu'il y a toutes sortes de... parce que c'est des phénomènes d'affiliation, de choix, d'affinité, on va dire. Et donc, c'est ce processus-là qui est en cours tout au long de la Révolution, qui fait qu'un réseau, le réseau jacobin, ce n'est pas une machine, pour prendre l'expression de Cochin, Michelet et Furet. Une machine est morte, un réseau est vivant. Et à l'intérieur de ce réseau, il y a toutes sortes de variables, de disparités, d'approximations. Une société affiliée n'est pas exemple à une autre. Il y a homogénéité, il n'y a pas uniformité. Et ce qui fait que la formation de ces sociétés, elle est spontanée. Ce n'est pas un envoi depuis le sommet, depuis Paris. Ça a lieu de toutes les manières possibles. Parce que c'est un phénomène humain. Et ça ne peut être qu'un phénomène humain. Et ce qui fait qu'à partir de là, la question des affiliations, ce sont des affiliations horizontales à l'intérieur d'un même département, avec le département d'à côté, avec un département plus loin, etc., etc. Et à ce point
Je voudrais attirer votre attention sur une citation que j'aime beaucoup, c'est la citation du contre-révolutionnaire Barnave quittant les Jacobins et qui définit les Jacobins de la manière suivante. Le club des Jacobins était demeuré composé d'un grand nombre d'esprits ardents, pour la plupart journalistes ou libellistes, qui mettaient toute leur gloire et toute leur existence à conserver le crédit de leur club, les Jacobins, et lui assurer la victoire. Ils firent des efforts incroyables pour se soutenir et firent surtout mouvoir les deux grands ressorts, la terreur des piques et celle des libelles. Les libelles, c'est les brochures. Traduit en langage de 2024, c'est l'organisation et la propagande. Rien de plus. Le réseau jacobin en 1789, 90, etc., commence à donner les éléments qui vont aboutir au parti, aux formes d'organisation, mais commence seulement. Et donc, c'est cette notion d'affiliation qui est au cœur de la comment dirais-je, de la matrice du réseau jacobin. Mais attention, je ne sais plus avec qui j'en discutais cet après-midi, qui me disait qu'un réseau militant, il faut faire gaffe, faire attention à comment ce réseau militant, il est toujours vivifié et qu'il n'est jamais figé. Or, dans le processus de la Révolution française, à un moment, la fixation des formes, le non-renouvellement, le fait que l'élection va être remplacée par la nomination, va aboutir. C'est, par exemple, en juin 1993, un décret de la Convention interdit au pouvoir public d'interdire ou de gêner le fonctionnement des sociétés populaires. Ça, c'est impeccable. Mais peu de temps après, quelques mois après, il y a un décret qui interdit les congrès, les réunions de sociétés populaires. Le conventionnel Saint-Just, à ce moment-là, va écrire « La révolution se glace, la révolution est glacée ». Et il précise en Ventose, janvier 1794, « Depuis qu'il y a dans ces sociétés populaires, trop de fonctionnaires, trop peu de citoyens, le peuple y est nul. » C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation d'un réseau révolutionnaire à un rouage de l'État. À quel moment les choses ont-elles commencé à coincer? Ça, c'est une autre discussion. Mais n'identifions pas la fin du processus quand le réseau se fige et le début du processus, et non seulement le début, mais l'ensemble du processus, quand le réseau ne cesse de se renouveler. Bien évidemment, après la chute de Robespierre, il s'agit de toute autre chose, mais nous ne sommes plus, au sens strict du terme, dans la sociabilité révolutionnaire qu'on peut définir de trois manières. La sociabilité révolutionnaire, elle est de nature politique. Elle se déploie. Les jacobins anglais avaient comme article premier de leur statut que notre nombre soit illimité. C'est-à-dire qu'une organisation qui se dit on ne va pas se développer, une organisation, quel que soit son nom, qui refuse le déploiement n'est plus une organisation politique. Une organisation politique a nécessairement le côté du déploiement. Troisième chose, ces sociétés populaires tendent à s'imposer comme la forme légitime, normale, évidente de la réunion. Ce qui va prendre des formes que nous connaissons actuellement encore. Il y a un président, il y a un trésorier, il y a un greffier. Maintenant, c'est un secrétaire. Il peut y avoir un chat dans les réunions aussi, mais c'est une autre discussion. Il y a un ordre du jour codifié. Ça commence toujours par l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Et ça se termine toujours par, dans plein de formes d'organisation, ça existe, une collecte financière pour aider les nécessiteux ou je ne sais trop quoi. Mais ce sont ces formes d'organisation qui viennent de la matrice jacobine, qui, sous des formes diverses, vont avoir lieu tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, et que d'un certain point de vue nous interpellent encore actuellement. Voilà.
je pense que tu as bien montré à quel point c'était des associations locales, hein, ces sociétés populaires et clubs, où n'importe qui était bienvenu, ou même, comme je le disais tout à l'heure, on incitait à la participation par divers moyens de protocoles qui peuvent être variables selon les endroits. Il y a des endroits où ils disent qu'il faut inciter les timides à la parole. Il y en a d'autres où ils l'imposent, où ils imposent aux gens de parler. Voilà, tu dis ton avis. Aujourd'hui, c'est toi qui t'y colles, tu dis ton avis. Et on avance comme ça, en fait. Et en fait, c'était vraiment une démarche d'implication de tous à la politique. Le fait que ça passe à un système glacé qui se referme et où non seulement ceux qui étaient exclus des droits, mais même les citoyens, ne sont plus les bienvenus et que ça vient des rouages de l'État, comme tu dis, ça accompagne plus généralement le moment aussi de glaciation des institutions nationales, peu à peu, là, et qui débouche à la fin sur Thermidor, puis le Directoire. Alors moi, ce qui m'impressionne dans ce processus de mobilisation populaire par le bas, de mobilisation réticulaire, où il faut vous rendre compte que c'est plus de 10 000, rien que pour les Jacobins, c'est plus de 10 000 militants bénévoles qui s'activent partout. Ça s'est fait dans un contexte extrêmement difficile, d'urgence, alors certes économique, financière, mais aussi de guerre. C'est-à-dire que très vite, la France est confrontée aux coalitions européennes. En même temps, se déclenche une guerre civile contre une guerre civile de plusieurs formes. Donc vous avez une espèce d'empilement comme ça de guerre, ce qui, moi, me fait sentir que l'argument réactionnaire qui est souvent utilisé, de dire on n'a pas le temps pour la démocratie, on n'a pas le temps parce qu'il y a urgence. Vous comprenez, les comptes publics font qu'on ne peut pas s'encombrer de changer de gouvernement maintenant, on ne peut pas s'encombrer, tout ça, ça va être compliqué, laissez-nous faire. C'est technique et surtout c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Donc on ne va pas s'embêter avec des procédures démocratiques compliquées où les gens ne seront pas d'accord. Ça va ralentir, c'est pas efficace. Ce discours-là, qui est un discours typiquement antidémocratique et révolutionnaire, ce que nous montrent les sociétés populaires de cette époque, c'est à quel point c'est faux. C'est-à-dire que c'est justement dans l'urgence que se construisent les mouvements démocratiques les plus vivaces, en cela que le peuple comprend bien qu'il a nécessité à se saisir de ses affaires publiques, que ça le concerne, et qu'il ne peut pas laisser justement les techniciens, ou, pour parler comme l'époque, l'aristocratie ancienne, s'en charger. Et donc, est-ce qu'on a des cas concrets, je dirais, de moments d'urgence, ce qu'on appelle généralement les journées révolutionnaires, des cas concrets où on voit cela en œuvre, où on voit l'urgence motiver la mobilisation, construire la mobilisation, et où on voit cet effet de stimulation de l'organisation populaire par l'urgence. Je pense que c'est essentiel, c'est l'urgence qui impose la démocratie. Et tout discours contraire, disant que l'urgence empêche la démocratie ou que l'urgence fait que la démocratie n'est pas nécessaire, c'est un discours réactionnaire au sens plein du terme. L'urgence implique, mais vraiment un sens de besoin absolu, l'urgence implique, comment dirais-je, la démocratie comme étant un besoin, parce qu'on ne peut pas organiser mieux les choses que sous les formes démocratiques. On va prendre 3 exemples. On pourrait en prendre une ribambelle, mais on va s'arrêter sur 3 exemples, et je m'excuse par avance d'être lapidaire. Le 10 août 1792, le contexte est lequel ? Devant l'impéritie du gouvernement monarchique de Louis XVI, il faut toujours préciser, qui a abandonné, que la guerre est une catastrophe, etc. Les Girondins ne sont pas bons. Les armées étrangères avancent vers Paris. La chute de la Révolution est quasiment certaine. Eh bien, que se passe-t-il ? Des milliers de volontaires de toute la France et de Paris vont vers Paris pour s'engager, pour aller combattre. Et les sections, à la demande de Robespierre, proposent 2 choses. La déchéance du roi et l'élection d'une convention au suffrage universel
ce qui n'existait pas. Le suffrage universel n'existait pas à ce moment-là. Les fédérés, c'est les révolutionnaires volontaires venant de province, constituent un directoire secret, un groupement élu. Les sections parisiennes, c'est-à-dire les représentations de la masse de la population parisienne, dans lesquelles les distinctions entre citoyens actifs, ceux qui payaient les impôts, et citoyens passifs, ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour en payer, ces distinctions ont volé en éclats. Les assemblées générales des sections parisiennes, c'est maintenant la masse de la population. Les unes après les autres, les sections parisiennes demandent la déchéance du roi. Le 9 août, chaque section délègue des commissaires élus par les citoyens qui ont tout pouvoir pour remplacer la municipalité en place. Et ces commissaires engagent la journée insurrectionnelle du 10 août avec un tout petit bémol qu'il faut bien saisir. Ils envahissent la salle de la Commune de Paris. Ils destituent la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est la municipalité. Et aussitôt qu'ils l'ont destituée, ils la remettent en fonction parce qu'elle a accepté de donner l'autorisation de l'insurrection. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison entre les formes légales et les formes insurrectionnelles. Rien n'est totalement légal et rien n'est totalement insurrectionnel. C'est cette combinaison qui va aboutir à la, à la chute de la monarchie le 10 août. Mais ce qui se passe après le 10 août, dans lequel les Girondins, après le 10 août, essayent de, d'émasculer la portée révolutionnaire de l'insurrection de la chute du roi. La Commune de Paris, la commune insurrectionnelle, envoie des émissaires dans toute la France pour expliquer voilà ce qui s'est passé et aboutit à ce moment-là quelque chose que, en étudiant les mémoires du conventionnel Levasseur de la Sarthe, je vous recommande ces mémoires qui sont passionnantes, Marx en 1843 écrivait « Avec le 10 août 92 commence un interrègne. Ce n'est plus l'Assemblée législative qui a disparu, ce n'est pas encore la Convention qui n'a pas été élue. Impuissance de l'Assemblée législative, impuissance du ministère qui avait été son émanation. Le gouvernement passe aux assemblées populaires et aux municipalités. Centre, au pluriel, improvisé du gouvernement, émanation de l'anarchie. Il devait nécessairement être l'expression du mouvement populaire, car c'était la puissance de l'opinion populaire. Et Levasseur écrivait la chose suivante. Comme État provisoire entre la monarchie détruite et la République à organiser, comme moyen de guerre contre l'aristocratie, l'émigration et l'étranger, cette concentration de tous les pouvoirs dans des comités de base, on va dire, était un symptôme heureux et je dirais plus indispensable. Si on avait le temps, mais ça nous prendrait beaucoup de temps, on pourrait prendre quelques exemples de comment les sociétés populaires ont organisé dans leur ville. À Toulouse, ils ont foutu par terre la statue de Louis XIII. C'est un exemple, c'est un symbole. Dans d'autres endroits, ils ont organisé des visites domiciliaires pour arrêter les suspects. Dans d'autres endroits, ils ont imposé la taxation des prix, etc., etc. C'est-à-dire que chaque comité révolutionnaire avait sa propre forme de vie, d'organisation, son propre pouvoir. Mais attention, les décisions prises ici n'étaient pas nécessairement les décisions prises ailleurs. Ça, c'est le premier exemple. On pourrait se développer plus longuement. Deuxième exemple, vous le savez certainement, le 31 mai et le 2 juin, la masse des sans-culottes décide d'envahir la Convention parce que la Convention est paralysée par les députés girondins. Je passe sur les détails. Ils envahissent la Convention très exactement de la même manière que le 10 août 1792 avec un directoire secret insurrectionnel. Mais, et c'est ça qui est passionnant quand on étudie un petit peu, enfin pour moi, quand on étudie un petit peu l'histoire, c'est que là aussi, ce qui est expliqué dans les manuels, c'est que, les sans-culottes rentrent dans la Convention et arrêtent les députés girondins. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Sur instigation de députés girondins, suivis par l'écrasante majorité de la montagne, sauf Marat et quelques autres, la Convention sort de la salle de réunion pour, dit-elle,
retrouver sa liberté. Mais un drôle de problème. Si la Convention sort du lieu de la Convention, il n'y a plus de Convention. Le pouvoir donné par le peuple à cette Assemblée disparaît avec cette Assemblée. Et là, il se passe quelque chose de passionnant. C'est que dans les tribunes de la Convention, occupées par les sans-culottes, les femmes des catégories populaires commencent à crier aux députés « Ne sortez pas, ne sortez pas ». Et Marat et quelques autres décident de ne pas sortir. Parce que si tout le monde était sorti, la Convention aurait été dispersée. Et donc la tentative d'arrêter les députés girondins aurait été tuée dans l'œuf. Il n'y aurait eu plus de pouvoir révolutionnaire. Là aussi, la dialectique, la tension entre ce qui est légal et ce qui est insurrectionnel est extrêmement important. Mais quand on va encore un petit peu plus loin, les femmes des catégories populaires, le 2 juin 1793, quand elles demandent aux députés de ne pas sortir, font exactement la même chose que les femmes des catégories populaires le 5 octobre 89 avaient fait quand elles avaient demandé aux élus, au Parlement, de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que dans un cas, on demande au Parlement de continuer à exister, et dans l'autre cas, en octobre 89, on demande au Parlement d'exister réellement. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, le Parlement n'existe pas par lui-même, il existe par la force que lui a donnée le mouvement populaire et donc les formes d'organisation. On pourrait prendre un troisième exemple, mais je risquerais d'être trop long, donc vous pourrez venir me voir après, je vous donnerai le troisième exemple. Du coup, en guise d'épilogue à toute cette présentation d'une espèce de grand mouvement qui prend des formes locales extrêmement variées, et dont on comprend bien qu'en fait c'est l'épine dorsale de la Révolution, beaucoup plus, ou du moins à égalité avec le jeu parlementaire dont on parle beaucoup plus dans les manuels, il faudrait aussi y mettre l'histoire populaire de tous ces mouvements, toutes ces mobilisations locales qui prennent une quantité de formes différentes. Et dans ce vivier, on puise, certes, les soldats, comme tu l'as dit, les volontaires pour les différentes guerres de ce moment-là, mais aussi des gens qui ont vocation à organiser la vie civique à la fois locale, départementale, nationale, etc. Bon. C'est aussi tout un tas de types d'engagements extrêmement variés. Il y en a, exactement comme aujourd'hui, qui s'engagent pleinement, qui deviennent présidents, trésoriers de leur section, etc. Et puis d'autres qui passent, qui s'encartent un moment, qui repartent, etc. Donc, on voit les noms comme ça fluctuer. En guise d'épilogue, donc, j'aimerais peut-être que tu dises un mot de qu'est-ce qui arrive, enfin comment se reconfigurent ces formes à partir du moment du Directoire, c'est-à-dire de 1795 avec sa nouvelle constitution issue du coup de Thermidor, donc une constitution conservatrice, pour ne pas dire plus. C'est le moment qu'on appelle la République sans la démocratie. C'est un moment de refermeture, le symbole de cette fermeture de la République qui se construit désormais contre la démocratie avec une vocation élitaire et censitaire, c'est le fait qu'on ne parle plus de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on parle de déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. C'est le nouveau texte de 1795 en préambule de la Constitution du Directoire. Donc comment se reconfigurent les mobilisations populaires face à un pouvoir dont Pierre Cernat nous dit que ça devient une forme d'extrême centre. Hein, il a forgé pour le Directoire ce concept, c'est-à-dire un extrême centre qui combat en fait ce mouvement démocratique. Les choses vont se passer de la manière suivante. Et je vais essayer de ne pas être trop long, d'abord pour ne pas abuser de votre patience. Deuxièmement, parce qu'un certain nombre de bouquins sur cette question existent et sont relativement facilement trouvables. La chute de Robespierre et encore plus l'écrasement des sans-culottes en Germinal, en Prairial, en Troyes, va donner le plein pouvoir à... Ça s'appelle pas encore... Enfin, on pourrait appeler ça la bourgeoisie, mais ce n'est pas un bon terme. Parce que la bourgeoisie, ça recoupe d'autres aspects. C'est une politique que le grand historien Albert Soboul avait qualifiée, d'étroitement bourgeoise. L'éducation est payante,
le suffrage censitaire est rétabli, la propriété est déclarée comme étant la chose la plus importante qui soit. Il y a un discours de Boissy d'Anglas qui est effrayant là-dessus, qui dit on ne peut donner le droit de vote qu'aux propriétaires parce que seuls les propriétaires savent comment gérer les choses. Bon. Donc nous sommes non plus dans un mouvement populaire, nous sommes dans un mouvement populaire brisé. Et ça va prendre 3 spécificités. Premièrement, de ce mouvement populaire brisé, qui va donner son nom, je ne sais pas pourquoi, la salle de réunion dans laquelle nous sommes s'appelle Gracchus Babeuf, en tous les cas, ce n'est pas pour me déplaire, loin s'en faut. Eh bien, cette va prendre la forme de la conjuration Babouvis, qui va être une conjuration clandestine. Or, c'est évident, on ne peut pas avoir la même sociabilité dans une période de démocratie et dans une période de clandestinité. Ça ne se discute même pas. Ce qui fait qu'ils vont trouver des formules bizarres, qui nous apparaissent bizarres. Mais, par exemple, ils vont faire des réunions politiques dans les auberges, dans les restos, dans les cabarets. Le seul problème, c'est que dans les bistrots, dans les restos, dans les cabarets, il y a à peu près autant d'espions policiers que de consommateurs. Ils vont faire des réunions. Le grand révolutionnaire Buonarroti, les Corses et les Italiens disent Buonarroti, les Français disent Buonarroti. Le grand révolutionnaire Buonarroti parle de réunions particulières dans les appartements. Sauf que les réunions d'appartements et les réunions de clubs ouvertes aux tout venants, c'est totalement différent. Mais ce qui est important, c'est que le journal, grâce à Gracchus Babeuf, va prendre, à cause de la clandestinité, une fonction totalement différente. Le journal, avant, je pense que nous l'avons vu, nous avons essayé de le montrer en tous les cas, c'est le journal qui rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée, qui publie les discours des députés. Très souvent, c'est le procès-verbal. C'est très important pour les historiens parce qu'en confrontant plusieurs journaux, on peut savoir ce qui s'est passé à l'Assemblée, etc. Le journal de Babeuf, le Tribun du Peuple, c'est autre chose. Il annonce, comme il le dit lui-même, la marche à suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas un journal qui rend compte du passé, mais c'est un journal qui organise les choses à faire. Et c'est systématiquement ce qu'il fait. Le journal va passer à une autre forme d'organisation. Et cette relation entre réunions secrètes et formes visibles, on va dire, donc on va essayer de le rendre visible, Buonarroti utilise l'expression suivante, c'est la tension entre l'Église visible et l'Église invisible. Ce que les journalistes imbéciles, si vous me permettez ce pléonasme, qualifient de vitrine légale. Il n'y a pas plus stupide comme expression que vitrine légale. Parce que la légalité est toujours extrêmement aléatoire et que la vitrine, c'est toujours la vitrine d'un magasin. Or, une association légale d'un mouvement clandestin a son propre fonctionnement, différent de l'organisation clandestine. Et donc, ce n'est pas une vitrine, c'est totalement différent. Mais bon, laissons les journalistes faire du journalisme. Donc, tout ça pour dire que cette tension entre l'église visible et l'église invisible amène à une nouvelle forme de sociabilité, mais qui n'a plus rien à voir avec la sociabilité révolutionnaire, sauf une chose, la volonté à tout prix, même dans les temps les plus difficiles, de chercher à continuer à faire perdurer l'idéal révolutionnaire. Je conclue ou... Alors, pour conclure, avant de vous passer la parole, en quelques mots. Parfois, on parle de la révolution comme d'une révolution culturelle. Pourquoi pas ? Elle a été, la révolution, une immense mobilisation des villes et des campagnes, par les émeutes, par les clubs, par la presse, par les sociétés populaires. C'est là qu'il y a une nouvelle culture, une culture démocratique, une culture révolutionnaire. Les mots que nous utilisons souvent, section, assemblée générale, comité, délégué et quelques autres, sont directement issus du vocabulaire de l'époque. Et cette démocratie a créé une forme d'État particulière, notamment avec la révocabilité des élus, qui vient directement de la Révolution française. Et c'est en s'inspirant
explicitement de la Révolution française que la Commune de Paris en 1871, d'ailleurs le mot Commune de Paris vient de la Révolution, a fondé une forme nouvelle de politique, de démocratie, qui s'est poursuivie dans les soviets russes ou dans ce qu'on a appelé, pendant la Révolution espagnole de 1936, les comités gouvernements, c'est-à-dire des organismes d'auto-organisation populaire qui avaient pour fonction, qui ont pour fonction le pouvoir politique, la prise de décision. La révocabilité des élus est une arme dirigée contre le pouvoir bourgeois et contre toute bureaucratie. Lénine l'a très bien expliqué dans l'État et la Révolution. L'articulation de ces organismes avec le pouvoir politique est évidemment différente quand il s'agit d'un gouvernement adverse qu'il s'agit de faire plier ou d'un gouvernement attentif aux volontés populaires, gouvernement qu'il s'agit d'appuyer. Et c'est encore différent quand il s'agit d'une situation intermédiaire entre un gouvernement qu'il faut faire plier et un gouvernement à venir qu'il faut appuyer. La question de la révolution, mais d'un certain point de vue, la question pour nous est toujours comment aider les formes d'auto-organisation populaire, de les susciter, de les encourager et de ne pas, par excès de précipitation ou de confusion dans les moments incertains, les faire avorter. La politique, c'est toujours l'art du moment. Et c'est aussi ce que nous apprend la Révolution française. Merci infiniment. Alors, il nous reste suffisamment de temps pour prendre des questions, des interventions. Tu fais le micro ? Bonjour, merci pour ce brillant exposé. J'avais une question concernant effectivement la première partie de la Révolution en 1789, avec les lois, certaines lois scélérates comme la loi Le Chapelier, le vote censitaire, les événements du 17 juin 1791, la logorée des députés qui disaient mais oui, mais Louis XVI il a juste été enlevé, en fait c'était pas volontaire qu'il parte, voilà, il a été kidnappé. Et je comprends pas qu'il a fallu attendre, les sans-culottes ont attendu presque un an, quoi, 1792, pour foutre à bas ce régime. Et vu l'époque, si on se place à l'époque, pourquoi un certain nombre de députés n'ont pas été oxys par des sans-culottes ou d'autres personnes, quoi. Voilà, ça c'était une question. Et j'avais une deuxième question, ça concerne la révolution thermidorienne. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'en fait que Robespierre était absent du pouvoir, enfin, au niveau du comité pendant 2-3 mois. Il était malade, je crois qu'il était atteint d'une maladie qui était courante à l'époque, hein, qui était la tuberculose. Et je ne sais pas si c'est vrai, hein, et que son absence... En fait, cette révolution, enfin ce coup thermidorien aurait été organisé par des gens comme, entre autres, Fouché, Carrier. C'était des personnages dont Robespierre voulait se débarrasser. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une femme ? Avec votre permission, je réponds tout de suite. Une femme, s'il vous plaît. Ah, pardon. Comme tu veux. Ah non, bah c'est bon. Vas-y. On fait ça pile ou face ? Non, vas-y. 3 choses rapides sur cette longue question. Et comme je suis un mec sympa, je ne corrigerai pas un certain nombre de choses.
La tuberculose de Robespierre, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir les sources là-dessus. Les délais dans les révolutions, ou les délais de manière générale, ne sont jamais des choses qui sont définies à l'avance. Pourquoi en 89 ça s'est passé comme ça et pourquoi ça a mis plusieurs mois, etc. Parce que ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est le premier paramètre. On ne peut pas en 2024 regarder les moments de l'histoire en disant ça a été rapide, ça s'est passé comme ça, point. Et l'interrogation pourquoi ça s'est passé comme ça, d'un certain point de vue, c'est rhétorique parce que ça s'est passé comme ça. Donc il n'y a pas de... Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur la place des députés, le regard des sans-culottes vis-à-vis des députés ou de la population vis-à-vis des députés. Il faut faire extrêmement attention à une chose. Et pourtant, des décennies de décomposition et de corruption de la Ve République et des républiques précédentes n'ont pas totalement sali cela. Le député, parce qu'il est élu du peuple, il est sacré. Et chaque fois, les sans-culottes, et pas uniquement les sans-culottes, ont regardé le député, même le plus discutable d'entre eux, comme étant un député élu par le peuple. Les Girondins, par exemple, le 2 mai, n'ont pas été arrêtés, contrairement à ce que dit une vulgate. Ils ont été consignés dans leur domicile. Et d'ailleurs, Marat, dans une intervention extraordinaire, que tous les imbéciles négligent, je vous recommande la biographie de mon ami Serge Bianchi sur Marat. Il y a une liste de députés girondins qu'on veut arrêter, et Marat dit non, pas celui-là, il est trop vieux. Non, pas celui-là, il n'y comprend rien. Non, pas... C'est-à-dire qu'une manière de protéger les députés, y compris les députés infidèles. Le seul qualificatif qu'on opposait à un député qui ne faisait pas son boulot, on va dire, c'était d'être infidèle. Je ne parle pas des députés corrompus, alors eux, c'était très simple. Osselin, par exemple, 20 ans de travaux forcés offerts. Donc le problème était réglé. Mais ce n'est pas la même chose d'un crime de droit commun, de concussion, et d'une formulation politique, quelle qu'elle soit. Nous passons d'une monarchie absolue où le type, il est élu parce que Dieu a voulu, élu au sens religieux du terme, parce que Dieu a voulu, à une société où le peuple décide de qui va le représenter. Donc quand tu regardes qui va te représenter, tu regardes la personne que tu as élue avec beaucoup de respect, ne serait-ce que parce que tu as du respect pour ton propre vote. Troisième chose, sur la réaction thermidorienne. Ce n'est pas une affaire de personne. Quel était le secret? Là, je suis désolé, je vais être ça va être à ramasser de ramasser. La révolution, c'est le triomphe de 3 forces sociales diverses. Les sans-culottes, les pauvres des villes. La paysannerie et la bourgeoisie révolutionnaire. Ces 3 catégories sociales voulaient chacune pour son propre compte en finir avec la monarchie absolue. Il fallait coaliser ces 3 forces sociales. Ça a été la force de la Convention, la force de Robespierre et du Comité de salut public. Les coaliser jusqu'à la victoire. Mais une fois que la victoire arrive, la coalition n'est plus nécessaire. Donc chacun reprend ses billes. Je suis d'une brutalité extrême dans mon schématisme, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas expliquer la réaction thermidorienne par des problèmes d'individus. Ce sont des problèmes de classe sociale. Autrement, il faudrait expliquer tous les phénomènes historiques, quels qu'ils soient, par des problèmes d'individus et négliger les classes sociales. Ce sont les classes sociales qui sont derrière. Je ne sais pas, mais je suis prêt à continuer la discussion avec grand plaisir. Et avec les autres aussi. Hein. On cherche la parité. Hein. Tant pis. Bonjour, je voulais savoir si y avait des femmes dans le club des Jacobins, et sinon, quand est-ce qu'elles sont arrivées au sein des clubs, enfin, particulièrement des Jacobins. D'abord, elles peuvent observer. Tu réponds d'abord et je complète. Moi, il me semble que dans
on négocie qui répond. Pour les femmes, t'en as à la fois dans les assemblées primaires en tant que spectatrice. Il ne parle pas de ça, il parle des clubs de Jacobins. Oui, mais pour le club aussi. Hein. Plus compliqué que ça. Alors je vais me... C'est une question extraordinairement complexe pour une raison, malheureusement, d'une grande simplicité. Nous regardons les choses avec le regard de 2024, alors qu'il faudrait le regarder avec le regard de 1789, 90, etc. Je vous recommande vivement, si vous avez l'occasion de le lire, où je suis resté soufflé, un bouquin de Madame Anne, un livre, pardon, de Madame Anne Verjus, V-E-R-J-U-S, qui s'appelle Le sens de la famille, le sens C-E-N-S, au sens de la restriction, qui explique que tout au long du XVIIIe siècle, y compris pendant la Révolution, on ne voyait pas l'individu, mais on voyait la famille. Et celui qui représentait la famille, c'était celui qui votait. On a un exemple très simple. Quand Sieyès définit les individus actifs, ceux qui peuvent voter, et les individus passifs, il fait une liste édifiante. Il enlève évidemment les étrangers. Bon, ça, hein, bon. Hein. Il enlève les enfants. Ah, c'est formidable, les enfants. Mais quand là, c'est normal, hein, ils sont petits, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand on regarde l'âge limite pour obtenir le droit de vote, c'est 25 ans. 25 ans, c'est quoi? C'est l'âge auquel on est censé supposer pouvoir fonder une famille. C'est-à-dire que c'est la capacité familiale qui va compter. On enlève les domestiques, c'est normal. D'ailleurs, la Convention montagnarde, sous Saint-Just, va supprimer la domesticité. Il y a plein d'éléments comme ça pour confier le pouvoir législatif à ceux qui sont capables d'eux, et ceux qui sont capables d'eux, ceux qui sont en capacité d'eux, c'est la formule de Sieyès, ce sont les chefs de famille. Donc il ne faut pas regarder en termes de genre comme nous regardons nous maintenant, il faut regarder en termes de représentation de famille. Par exemple, je suis désolé, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Très souvent, on dit « Ah, mais regardez, les femmes ont voté pendant la Révolution française. » Par exemple, les femmes ont voté en juin 1793 lors du partage des biens communaux. Oui et non. Elles ont voté parce qu'elles étaient chefs de famille. Très souvent, on excipie la possibilité pour les femmes ayant voté quand elles ont voté en tant que veuves ou en tant que femmes célibataires. Ça veut dire quoi? C'est la famille qui compte, et ce n'est pas l'individu qui compte. Ces choses-là, la capacité à réfléchir en tant qu'individu, à être considéré comme individu, va venir extraordinairement tardivement. Ce qui fait que, par exemple, il va y avoir bien évidemment des formes de regroupement féminin. Oui, des formes de regroupement féminin, ou des formes féminines de regroupement, avec un certain nombre de clubs, Théroigne de Méricourt, etc. Par exemple, il y a une discussion que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment, je ne sais plus si c'est Théroigne de Méricourt ou Pauline Léon, qui, à la tête d'une délégation de femmes, va demander dans les dernières séances de l'Assemblée législative le droit pour les femmes d'être armées. Parce que la revendication principale pour les femmes à cette époque-là n'était pas le droit de vote, pour des raisons que je viens d'expliquer, mais pour le fait d'être armées. Réponse du président, ça vaut son pesant de moutarde. C'est rien dans la déclaration des droits ne l'interdit. C'est-à-dire qu'il prend une décision totalement... c'est le jugement de Salomon. On a le droit, on n'a pas le droit. On ne sait pas. Donc il y a eu des regroupements, y compris de clubs, y compris chez les Jacobins, mais faisons extrêmement attention, ne projetons pas notre paysage mental de 2024 sur le paysage mental de la fin du XVIIIe siècle. Les 3/4 des bouquins sur les femmes pendant la Révolution se trompent, sauf ceux de Madame Dominique Godinot, qui sont merveilleux. Mais, si, il y en a d'autres, mais l'écrasante majorité des bouquins projettent, par exemple, on dit, oui, la Révolution, tu m'as lancé, malheureux. La Révolution a interdit le club des femmes le 30 octobre 1793. Le seul problème, c'est que le groupe qui a demandé l'interdiction des femmes républicaines révolutionnaires, c'est les dames de la Halle. C'est-à-dire que ce sont d'autres groupes de femmes qui ont demandé l'interdiction d'un groupe de femmes.
Le bouquin est cher, mais il vaut le coup. Une historienne américaine, parce que comme par hasard, ce sont les historiens, et surtout les historiennes américaines, qui travaillent là-dessus. Cathy Jarvis, c'est sorti il y a 1 an aux presses universitaires de Rennes. C'est la politique des marchés ou quelque chose comme ça, qui montre la place des femmes sur les marchés et la place des femmes comme étant actrices révolutionnaires sur les marchés. Je ne sais pas si je réponds, mais je suis prêt là aussi à continuer la discussion. De toute façon, les amphis ferment à 23h. Ouais, je voulais juste prolonger très légèrement en allant dans ton sens, Jean-Marc. Premièrement, quelque chose qu'on met souvent en avant, la Déclaration des droits des femmes qui a été proposée pendant la Révolution. En réalité, c'est un beau texte, mais c'est un texte qui ne fait pas événement à son époque. C'est-à-dire que c'est un texte que nous, on met en avant à l'école notamment pour montrer une espèce de préhistoire du mouvement féministe, pour ainsi dire. Mais à l'époque, ça ne fait pas débat, ça ne crée pas de mouvement particulier, etc. Pour trouver ce type de mouvement qui demande des droits de vote des femmes, une participation civique des femmes, etc., c'est surtout avec les 2 révolutions de 1830-1848. C'est tout le travail de George Sand d'un point de vue politique qui définit... Tout à fait, et qui définit en fait les femmes comme une sorte de... elle crée le concept de exclusion civique des femmes en s'appuyant sur l'exclusion civique du prolétariat. Et donc elle dit, les femmes c'est comme le prolétariat domestique, et elle lie les deux, et ça lui permet de construire une nouvelle compréhension des droits civiques et de revendication de droits civiques des femmes. Et ça se construit en fait dans le mouvement libéral des années 1830-1840, qui aboutit à cette idée que les droits civiques sont liés à la personne, à l'individu, et qui permettent ensuite de construire des nouvelles revendications. Donc c'est un peu postérieur en fait. Voilà. Donc il est 56, on a encore peut-être le temps pour une très courte question. Oui, là-bas par exemple, ou parité. Oui. Faut appuyer sur... Oui, il faut crier. Faut appuyer longtemps sur le cul du micro. Non. Je vais faire ça, je vais parler hyper fort. Voilà. Du coup, pardon, ma question, elle va peut-être pas aller dans le sens de ce que tu disais, où il fallait pas... Merci. Où faut pas regarder du coup les événements d'il y a 2 siècles avec ceux d'aujourd'hui. Il n'empêche qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression que, dans l'introduction d'Isabelle, il y avait quand même ce truc-là de, on va essayer de repenser ce qui s'est passé il y a 200 ans pour peut-être comprendre aussi là ce qu'on vit très, très actuellement. On est dans un moment qu'on comprend pas, qui est extrêmement violent politiquement. Et j'émets l'hypothèse que peut-être on est en train de tous attendre de voir si effectivement notre vote a l'impact qu'il est censé avoir, ou en tout cas le sens qu'on lui a donné. Il n'empêche que c'est quand même extrêmement mal barré. Est-ce que, qu'est-ce qui va faire que nous aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir re-rentrer dans l'Assemblée nationale ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Voilà, merci. Eh bien, ma chère camarade, je vais te livrer un secret. Quand on a commencé à discuter du programme des amphis, j'avais suggéré que la conférence que j'allais faire sur la Révolution, parce qu'il paraît que c'est bon, serait sur la Révolution française et la guerre, sujet qui a quand même quelque intérêt, on peut dire. Entre le moment où j'ai suggéré cela et aujourd'hui, le jeune Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et s'est passé tout ce qui s'est passé. Et dans tout ce qui s'est passé, il y a particulièrement... disons-le tranquillement, je discutais, je ne sais pas s'il est là, avec un copain de la Somme qui m'expliquait comment l'élection d'une amie, d'une camarade, d'une insoumise, a été le produit d'une immense mobilisation militante basculant par certains endroits vers la mobilisation populaire.
Ça s'est passé très exactement de la même manière à Avignon. C'est Martin qui m'a raconté ça. Je ne sais pas s'il est là. Et donc, on s'est posé la question avec Isabelle que notre conférence d'aujourd'hui sur la Révolution aurait bien évidemment des aspects historiques évidents. Autrement, mais qu'il fallait aussi, c'est ça le sel, je dirais, essayer de voir comment on pouvait réfléchir ensemble sur le passage des formes d'auto-organisation militante aux formes d'auto-organisation populaire. Ce n'est pas la même chose. Comment on passe d'un groupe à une assemblée générale de quartier, de localité, d'usine, etc., etc. Alors, une fois que j'ai dit ça et que tu me reposes la question comment faire, eh bien, je vais te répondre très simplement, je ne sais pas. Parce que si je savais, ça voudrait dire, ce serait une erreur, et une horreur, parce que ça va être notre boulot, à nous tous et à nous toutes, de chercher. Isabelle a utilisé un terme que j'apprécie vraiment beaucoup, notre inventivité. On va discuter avec nos camarades, avec nos semblables, avec nos collègues, et puis on va réfléchir ensemble. Et les mêmes causes vont d'une manière ou d'une autre, peut-être pas produire les mêmes effets, mais produire des effets similaires. On va certainement se quitter sur ces mots et moi je suis heureuse que tu aies senti des échos, des parallèles. La Révolution, on ne peut pas l'imiter, on peut s'en inspirer. Et on a justement choisi ce sujet tardivement parce que le moment politique incite à s'inspirer des formes d'organisation. Ça ne signifie pas qu'il faut faire la même chose, mais du moins, on espère que ça augmente votre, pour ainsi dire, culture générale et qu'à partir de ces éléments, ça vous donnera matière à réflexion, y compris pour stimuler votre inventivité militante dans le contexte d'aujourd'hui. Non pas pour répéter le passé, mais pour inventer les mobilisations futures. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée.